Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute. On ne présente plus Mathilde Favier, la papesse de la mode, aujourd'hui directrice des relations publiques chez Dior, dite aussi dénicheuse de talent. Parisienne jusqu'au bout des ongles, maman de 2 magnifiques enfants, Mathilde grandit dans la mode, loin de l'uniforme et des collants bleu marine qui ont rythmé sa scolarité à Lübeck, grâce à son oncle Gilles Dufour, à la tête du studio Chanel, qui lui ouvre les portes de son premier stage chez Glamour, qui l'épanouit et la façonne. Mathilde continue son ascension et franchit les portes des grandes maisons, de Prada à Dior, où elle œuvre depuis maintenant 12 ans, avec comme mot d'ordre légèreté, liberté, fantaisie, et en gardant toujours ce zeste de distance. Si j'interviewe Mathilde aujourd'hui, c'est parce que c'est une battante au sourire qui ne la quitte jamais. Sans transition avec son métier de rêve, l'année 2016 est marquée par des allers-retours entre l'avenue Montaigne, ses people et ses paillettes, et sa chimiothérapie à la clinique Hartmann, où elle a été soignée d'un cancer du sein. J'ai rencontré Mathilde au gala de l'Institut Raphaël, la maison de l'après-cancer dans laquelle elle s'est généreusement engagée, et notre premier échange m'a prouvé une fois de plus que ceux qui ont affronté une épreuve parlent le même langage, que ces épreuves changent définitivement notre regard sur la vie et qu'elles nous rendent meilleurs. Mathilde en est un exemple éloquent lorsqu'elle affirme, fière et émue, qu'elle a de la chance et qu'elle est heureuse et amoureuse. Merci beaucoup Mathilde de nous recevoir. Vous preniez le micro. Je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast et puis notre rencontre a été un peu hasardeuse et c'est ça qui est génial. Mais ça, c'est les signes de la vie, c'est bien. Alors j'aimerais que vous présentiez un peu plus en détail que ce que je n'ai fait et que vous nous racontiez votre parcours et surtout comment vous avez traversé ce moment difficile lorsque vous apprenez que vous êtes malade. Alors, d'abord, je pense que vous avez fait une introduction qui est à peu près complète. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai eu une enfance tout à fait, j'allais dire merveilleuse, complètement assez insouciante, avec 2 sœurs, une un peu plus âgée que moi et l'autre un peu plus jeune que moi. J'ai grandi à l'Institut de l'Assomption de Lübeck. On n'était que des filles, on était en uniforme, effectivement. On était assez rigoureuses, assez consciencieuses. C'était pas du tout si simple que ça, mais on était une école de filles, on était joyeuses, on rigolait bien. La vie était très insouciante. Elle était sans doute peut-être beaucoup plus insouciante qu'aujourd'hui, mais on était moins, j'ai l'impression qu'on était quand même moins protégés par nos parents qui étaient eux-mêmes, je trouve, en tout cas les nôtres, super charmants, adorables, merveilleux parents, mais eux-mêmes assez insouciants. Donc on n'était pas surprotégés et la vie était devant nous, mais quand même il fallait se donner du mal. Donc moi j'ai eu très vite envie de travailler et de gagner ma vie et de pas dépendre de qui que ce soit. Donc quand vous parlez de liberté, ça s'est arrivé assez vite. Et puis j'ai eu un parcours qui est connu. Enfin voilà, si on cherche, on trouve tout à fait quel a été mon parcours professionnel. Ça a commencé par Glamour. Ensuite, d'abord bizarrement, j'ai passé un bac économie. Voilà, donc qui a peut-être
qui a peut-être aidé dans mon parcours professionnel avec une petite idée de certaines équations économiques ou de certains chiffres, mais pas tant que ça. Franchement, c'est pas mon grand point fort. J'ai passé un bac B. À l'époque, ça s'appelait B. Ouais, Je sais je me pas si ça souviens. existe encore. Non, ça Voilà. n'existe plus, mais moi, je me souviens. Voilà. Et puis, il y a eu Glamour. Ensuite, après Glamour, il y a eu Femina Hebdo, le supplément du journal du dimanche. Ensuite, il y a eu mon mariage avec mon premier mari, qui est le père de mes enfants. Héloïse, 25 ans, et Carlo, 23 ans. Merveilleux enfant. Voilà, vous avez raison de le spécifier parce que on est toujours, enfin, on peut pas dire autre chose que d'avoir, voilà, nos enfants sont évidemment merveilleux, mais je dois dire que justement face aux coups durs qu'on a tous traversés, parce qu'ils en ont traversé eux aussi des durs, ils ont été exceptionnels. Voilà, je me rends compte à quel point aujourd'hui oui, ça fait partie de la chance que j'ai d'avoir des enfants qui sont exceptionnels, comme j'ai pu dire, comme les vôtres. Je le dis, mais je leur dis Mais souvent. je le redis mais parce que vous je savez, trouve que c'est très important. Ils oui, sont pas armés pour ça. On n'est pas armés pour ça quand on est, voilà, quand on grandit. On n'est pas armé pour traverser des coups durs. Et donc j'en étais aux enfants. Je suis partie vivre à l'étranger, un peu en Suisse, un peu à New York. Je suis revenue, j'ai travaillé chez Prada pendant 11 ans, puis j'ai travaillé chez Dior où je suis depuis 12 ans. Et effectivement, si j'ai une nature, la chance d'avoir une nature très joyeuse, ça c'est vrai que je suis, j'allais dire, armée pour les coups durs, peut-être parce que j'ai un tel fond de peut-être une lumière en moi qui fait que j'ai été prête en tout cas à affronter les coups durs. Ça sans doute. Mais je crois assez qu'on est prêt ou pas prêt d'ailleurs à ça. Je crois qu'il y a certaines personnes qui le sont plus que d'autres. Voilà. Enfin, en tout cas, ça fait partie je vous rejoins. de mes croyances. Je vous rejoins, mais je rebondissais parce que vous avez dit déjà 2 fois, et je l'ai dit moi dans mon introduction parce que je vous ai entendu souvent le dire, que vous avez de la chance. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort quasiment à chaque interview. Et donc, tous les gens qui sont confrontés à un coup dur disent a posteriori, j'ai de la chance, et je trouve ça génial. Oui, alors moi, je vous rejoins. Je pense que je le dis a posteriori, mais avant tout, je le dis. C'est-à-dire que vous pouvez pas penser différemment quand on voit ce qui se passe dans le monde. On peut pas ne pas se sentir chanceux. Alors, il y a des gens qui vous disent... Ma fille me disait l'autre fois, maman, tu vois les choses d'une façon tellement positive à chaque fois. Oui, ça arrive d'être triste. Oui, ça arrive de ne pas être aussi joyeux. Mais je lui dis, mais quand même, vous vous rendez même pas compte. Vous avez de la chance. On a de la chance. Quand vous pensez comme ça, peut-être que ça fait partie de la petite étape qui facilite le coup dur. Déjà. Je suis d'accord. Voilà. Hein, quand Pardon on remet de vous les choses avoir un coupé. peu en... Non, et quand on remet les choses un peu en situation. Et puis, la vie, voilà, la vie a fait que 2016, j'apprends au détour d'une mammographie complètement faite d'une façon régulière. Voilà, on vous dit à l'âge entre 30 et 40 ans qu'il faut faire ces mammographies une fois tous les 18 mois, parfois même tous les 2 ans. Moi, j'ai pas de cancer dans ma famille, mais personne n'a eu enfin, voilà, ils ont plus des maladies cardiaques que des cancers. Et voilà, ce radiologue formidable, qui est plus là, et qui aujourd'hui, et qui était un homme absolument remarquable, professeur Goumeau, me dit, vous avez il appelait ça une tache écogène. Déjà, c'était fantastique de dire ça comme ça. Vous avez une petite tache écogène qui n'était pas là l'année dernière et qui est là cette année, donc ça serait bien d'aller regarder. Je vous passe les détails, je fais l'IRM, je fais la biopsie. Vous êtes inquiète à ce moment-là ? Je suis inquiète, mais je parle à une amie voyante qui me dit que c'est pas grave. Ok. Voilà, donc j'ose croire à cette copine voyante. Et vous êtes confiante ? Voilà, et je suis confiante en étant un peu quand même, pas sur complètement à l'aise, mais bon, je me dis voilà, ça va aller, ça sera peut-être, même si c'est pas bien, ça va aller. Voilà, ça n'a pas été bien et c'est allé. Voilà, j'ai eu la chance, encore une fois, de tomber entre les mains d'Alain Toledano qui
en dehors d'être un oncologue exceptionnel, a le don, parce que c'est un don et un savoir de vous expliquer comme une... Alors là, on se sent toute petite fille avec un grand professeur, comme à l'école, qui vous fait un dessin et qui vous explique ce que vous avez, que c'est pas grave, qu'il faut lui faire confiance, qu'il est très confiant, que ça va aller, mais qu'il faut passer par tel et tel et tel passage. Bon, et là je me suis dit, ben voilà, de toute façon t'as pas le choix. Donc c'est pas comme si tu avais le choix d'aller te faire soigner ailleurs, ou qu'on te dise mais non, pas du tout, c'est faux. C'est vrai, c'est vérifié, c'est dans la biopsie, c'est un cancer du sein, il faut passer par là, t'as pas le choix, on y va. Donc j'ai fait confiance. Comment vous rencontrez Alain Toledano ? Alors, grande chance encore, je dîne complètement par hasard, mais ma vie n'a été qu'une série de hasards de toutes les façons, donc j'ose le revendiquer. Mais encore une fois, peut-être effectivement c'est une chance, mais je me retrouve par hasard entre les résultats de la biopsie et l'annonce de la biopsie. Je me retrouve à dîner avec un dentiste qui est devenu mon ami, un grand dentiste à Paris, à qui je dois énormément, puisque c'est lui qui m'a présenté Alain Toledano et qui m'a dit, écoute, voilà, moi j'entends parler, j'avais aucune idée, encore une fois, c'est personne dans ma famille, extérieur, totalement que je ne connaissais absolument pas, puis que j'avais pas du tout envie de connaître. Et Fred, son fils, pour pas le citer, mais pour le citer, justement, Fred me dit, écoute, moi j'entends parler de ce ponte qui s'appelle Alain Toledano, qui est très jeune, qui est un type remarquable apparemment. Si tu veux, essaye de ton côté d'avoir un rendez-vous ou pas. Et moi j'essaye aussi de mon côté. Et là, j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu toutes les deux. Pour ça déjà, j'ai fait... pas des pieds et des mains, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de le rencontrer. Et on m'a dit, ah non, attends, alors là, ça va être compliqué, le type est débordé, bon. Et... j'ai essayé par mon accoucheur, voilà, qui m'avait opérée, et j'ai dit à François Relais, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux essayer de me trouver un moyen de rencontrer cet homme ? Je veux bien attendre, mais j'ai l'impression que c'est pas super d'attendre non plus. Et j'ai rencontré Alain Toledano, qui m'a rappelé un samedi après son match de foot, et qui m'a dit, ne vous inquiétez de rien, je vais trouver un moment pour vous voir la semaine prochaine, je vais vous rencontrer, et voilà. Et depuis ce jour-là, ça a été voilà, coup de foudre à Manhattan. Je connaissais pas grand-chose de lui, mais j'ai décidé de lui faire confiance de A à Z. Il m'a dit voilà le protocole. Et voilà, j'ai traversé ça pendant 6 mois. J'ai pris le taureau par les cornes. J'ai fait j'ai eu une drôle de nuit quand on m'a annoncé que c'était ça, quand on m'a dit le mot, que j'ai toujours du mal d'ailleurs à prononcer, parce que c'est un mot que je trouve horrible. Horrible. Et horrible, et en fait, ça devrait s'appeler autrement. D'ailleurs, c'est bien quand ils donnent des noms, genre carcinome, truc-muche, ou... Voilà, ça, on a l'impression qu'on est professeur d'un bus et qu'on a... voilà, je préfère dire carcinome. Et je me suis réveillée une nuit en me disant, bah, t'as un carcinome, quand même. Hein. T'as un carcinome. J'étais toute seule dans ma vie, j'étais pas amoureuse, j'étais dans une période où je faisais un énorme point sentimental sur ma vie. Et je me suis dit, bon bah voilà, t'as ça. Et puis j'avais cette copine voyante qui me remontait le moral. J'arrivais au bureau, j'en ai parlé à 2 personnes. Mon boss, Olivier Bialobos, qui est derrière cette cloison, et qui a été fantastique, exceptionnel, à qui j'ai dit, voilà, c'est un secret, j'ai pas envie d'en parler. Il m'a dit, écoute, tu peux compter sur moi, si t'as pas besoin d'aller au bureau, si t'es fatigué, voilà, tu peux compter sur moi. Donc, j'en ai parlé à lui, et j'en ai parlé au président de Dior à l'époque, qui a gardé ça aussi pour lui, et c'était tout. D'accord, donc personne n'était au courant à part ces non, personnes. Ma famille, bien sûr, mes enfants, ma mère. Mais dans votre protocole, j'aimerais bien que vous nous en disiez 2 mots. Il y avait des effets secondaires sur les cheveux. Comment vous avez fait ? Non, alors moi, je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai attaqué le protocole en me disant tout va aller hyper bien, et j'avais blindé l'affaire. C'est-à-dire que je m'étais
tatoué des sourcils qui ne sont... Les cils ne sont... Les poils de mes sourcils ne sont jamais tombés. Fait des petits implants de cils, ils ne sont jamais tombés. Évidemment, mes cheveux sont tombés et j'avais une perruque qui... Je pensais, personne ne voyait rien du tout. En fait, moi qui ai très peu de cheveux, tout d'un coup, ça me donne des cheveux. J'adorais cette coiffure. Je pensais que les gens ne voyaient rien. En fait, les gens étaient juste polis et adorables. Mais je me suis rendu compte avec mes sœurs, après, qu'en fait, tout le monde le savait. Et ils étaient juste adorables et personne ne disait rien. Mais je donnais le change aussi, en fait, je crois, parce que d'abord, je vous entendais dire malade. Je ne me suis jamais considérée comme malade. Je me suis toujours considérée comme ayant un mauvais point de beauté. Oui. C'était voilà. un passage, en fait. Et c'était un passage. Et c'est vrai, je vous entendais dire ça l'autre jour, quand on s'est parlé, ça m'a énormément apporté. Alors, je ne sais pas si ça m'a rendue plus joyeuse, plus heureuse, plus alerte, plus attentionnée auprès des uns et des autres, mais ça a été un passage dans ma vie qui m'a apporté. Alors, c'est pas comme si je leur demande, je ne leur demande pas, au contraire, mais ça m'a appris beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que le terrain humain qui est en moi, en fait, n'a été qu'amplifié, bien sûr, et je suis encore plus à l'écoute des uns et des autres, et je pense qu'il faut encore plus donner et encore plus partager, et surtout ce qu'on se disait tout à l'heure, partager ce qu'on a vécu pour que les gens se sentent en confiance. Moi, j'aurais adoré tomber sur Mathilde. J'aurais adoré que Mathilde m'explique comment elle a traversé ce truc-là, à qui elle l'a dit, à qui elle l'a pas dit, ce que ça a fait, ce que ça a pas fait. On est unique par rapport à la maladie, mais sauf que effectivement, moi, je me suis pas sentie malade. On m'a, encore une fois, il faut rester très humble par rapport à tout ça parce personne n'a la même maladie. Moi, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit tout de suite qu'il était confiant, donc c'est quand même plus simple de traverser un traitement quand quelqu'un vous dit qu'il est très confiant. Ça a duré combien de temps ? 5 mois. Ok. De traitement, et puis après, on passe les étapes de contrôle, et puis après ça fait 5 ans, donc au bout de 5 ans, vous vous dites génial, c'est fait, c'est super. Maintenant, je rentre dans la 8e année, donc dans 2 ans, je me considérais comme vraiment tout à fait bien, parce qu'on dit que c'est au bout de 10 ans que là, franchement, on est tranquille. Mais comment j'ai attaqué le morceau ? J'ai fait confiance et puis j'ai tenu à faire confiance à toutes sortes de médecines parallèles auxquelles on croit ou on ne croit pas. Mais moi, encore une fois, j'ai décidé d'y croire. Donc, j'ai fait de la sophrologie, j'ai vu un magnétiseur, j'ai vu un acupuncteur, j'ai vu un naturopathe. C'est vrai, j'ai eu les moyens de faire tout ça. Bon, mais... Je pense que c'est pas forcément qu'une question de moyens. Je pense que si déjà on peut faire confiance, on peut vous aider aussi. Vous pouvez trouver de l'aide. Il y a des copines qui peuvent vous dire, je sais pas, moi je me mobilise pour t'aider à faire une séance d'acupuncture. Voilà, on la trouve, l'aide. Il faut aller demander de l'aide, vous dites, pour ne pas être seule. Mais de toutes les façons, je vais vous dire, dans la vie, ça c'est un tort que j'ai rétorqué, on dit j'ai voulu c'est quelque chose que j'ai soigné et que je trouve qu'il faut vraiment il faut se battre contre. Il faut demander, il faut remercier, mais il faut pas hésiter à demander. C'est-à-dire que on dérange pas quand on demande, on n'est pas mal élevé quand on demande. On est d'abord, il faut savoir à qui on demande, mais il faut apprendre à demander de l'aide. C'est très important. Il faut se rendre compte qu'on a de la chance. Il faut se rendre compte il faut remercier. Tout le temps remercier parce qu'on est tellement chanceux, encore une fois. Mais en revanche, il ne faut pas hésiter à demander. Et vous avez vu un psy ? Bien sûr. Ça vous a aidé parmi énormément. Tout ça, qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? Alors, bizarrement, la perte de cheveux, c'était mon souci vraiment, ça me souciait. Ah, évidemment. Voilà, je suis dans la mode, dans un truc où tout d'un coup, on se dit... Puis je sais pas, j'avais l'idée en tête de quelqu'un de sidaïque, de leucémique. Vous savez, quand parfois on voit ces gens qu'on voit plus d'ailleurs, parce que tout ça, c'est des espèces de stigmates qu'on a, mais on voit plus tout ça. C'est des choses qu'on voit dans des mauvais films. On voit plus ça, quelqu'un qui a le teint très, très pâle, complètement chauve. C'était pas le cas. C'était pas ça du tout. C'était
Donc la psy, elle était là pour effectivement soigner quelque chose qui est peut-être indépendant de ce carcinome. Peut-être que c'était une obsession que j'avais moi de paraître toujours Non, mais on peut impec. comprendre dans votre métier, vous avez grandi dans un milieu qui est artistique, Voilà. modeux. Bah, ça m'est complètement passé. Vous voyez, je trouvais cette perruque, elle était adorable. C'était ma copine. On était toutes les deux à être dans le secret, je pensais. En fait, on ne l'était pas. Mais en tout cas, moi, je l'étais. Mais vous avez décidé de la traiter comme une amie. C'était une copine. Tout était une copine. La chimio était une copine. Je l'ai accueillie à bras ouverts. Je lui ai dit, viens vers moi. Tu vas m'enlever tout ça. Ça va bien se passer. J'ai jamais eu un sentiment de ce... Je me suis jamais battue contre quoi que ce soit. Vous étiez accompagnée pendant vos séances ? Non. Vous voulez dire pendant les séances de chimio ? Oui. Tout, à chaque fois. D'accord. À chaque fois. Par une amie. J'avais une copine où ma mère est venue avec moi une fois. Je crois qu'elle est venue pour la dernière. La radiothérapie, non. J'avais au téléphone une copine tous les jours. Elle se reconnaîtra. Que j'appelais à 8h avant d'arriver à 8h20 et de passer faire mon rayon qui durait 3 minutes et d'arriver chez Dior après. J'avais un petit... j'allais au Starbucks, je m'achetais mon thé vert, je bois toujours. On se parlait toutes les deux. J'arrivais dans le salon et puis dans la salle d'attente. Et puis voilà, on faisait ces rayons et puis qui sont... Enfin, c'était pas grand-chose. Hein, je restais, je crois, 3 minutes devant... voilà, sous un ciel tahitien, c'était... Je comptais jusqu'à 5, doucement. Et puis voilà, je rentrais. Et donc, en fait, vous avez décidé de tout anticiper et que tout allait se passer le mieux possible. Et donc, c'est une vraie force de caractère, quand même. Et ça montre que, malgré tout, que la volonté, la détermination et le côté psy joue énormément. Vous savez, Noémie, moi, j'ai mis beaucoup de temps à parler de tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Voilà, c'était... d'abord, il y a tellement plus grave que qui on est pour aller raconter nos petits soucis de la vie. Oui, sauf que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Sauf que voilà, maintenant, aujourd'hui, en rentrant dans cette 8e année, je trouve que... c'est comme si, on parlait de petite voix en soi tout à l'heure, c'est comme si une petite voix m'avait dit, Mathilde, tout ce que tu as vécu, il faut que tu le dises, il faut que tu le racontes, parce que effectivement, ça fait peur au tout début, c'est pas un mot qui est agréable à entendre, la chimio, c'est quelque chose qui fout la trouille. Et si j'avais su que c'était une prise de sang, parce que c'est une transfusion en fait d'un produit dans le sang, ça peut se passer bien aussi. Je dis pas que ça se passe bien à chaque fois et qu'on est chacun différent et que y en a qui traversent des traitements beaucoup plus douloureux et c'est peut-être pas simple pour eux non plus. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, je me dois d'aller dire que ça peut aussi se passer très bien. Mais c'est important de l'entendre. C'est important. D'ailleurs, mon chirurgien qui m'a opéré m'a dit, écoute, je te demande une chose. Je vais te dire la vérité, je vais te guérir. Voilà. Donc, je vais te guérir. Par contre, je te demande une chose. 2 choses. Donc, vous avez été opéré avant de faire mon traitement. Et en fait, c'est peut-être ça qui m'a rendue confiante pour faire le traitement aussi, parce qu'en étant opérée, on m'a enlevé ce premier ganglion. Et tout de suite, en salle de réveil, mon chirurgien m'a dit, mais rien n'est touché. Tout est très localisé. Ça aide aussi quand on vous dit cette nouvelle, c'était une nouvelle hyper rassurante. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il m'a dit, après m'avoir opéré et après m'avoir annoncé que c'était ça, c'est lui qui me l'a annoncé, il m'a dit, alors je te demande une chose. Voilà, tu te demandes, 2 choses. Tu n'en parles pas, primo, et secondo, tu ne vas pas sur Internet. Voilà, à l'époque, on n'avait peut-être pas des podcasts, mais tu ne vas pas sur Internet parce qu'il y a des images, et c'était mon cas, il y a des images qui restent complètement ancrées en vous et qui sont terrifiantes. Oui, et il y a à boire et à manger. Mais on n'est pas toujours apte à faire la part des choses entre boire et manger. Donc, en tout cas, je ne l'étais pas, moi. Clairement, je ne l'étais pas. Donc, c'est vrai que j'ai suivi. J'ai vraiment eu une bonne étoile aussi dans la force. J'ai une copine avant-hier qui sort un livre, là en ce moment, et donc j'ai fait un dîner pour elle à la maison, et elle me disait, en me remerciant, elle disait, Mathilde, mais tu sous-estimes ta force. Sans doute, parce que moi, ma force, c'est de
c'est une force, parce que je pense pas que c'est même pas une volonté. En fait, je ne vois pas ce qui est laid. Je n'écoute pas ce qui est triste. J'adore écouter ce qui est émouvant et ce qui me touche, mais ce qui est morbide, triste, ou ce qui vous attire vers le bas, ce qui est laid, ce qui existe malheureusement, ça n'a pas ça ne vous s'accroche touche, pas à moi. Vous avez une sélection optimiste Alors, et positive. ça, c'est un bol, encore une fois, énorme, mais peut-être que c'est pas comme que ça du que bol. vous avez été élevée? Alors, je dois lui rendre hommage parce que ma mère est comme ça. C'est vrai. Elle est plus enfantine que moi, tant mieux pour elle. Elle a bientôt 86 ans, elle est extraordinaire physiquement et moralement aussi finalement, parce qu'en fait, elle a cette chance, encore une fois, je l'aurais dit beaucoup, mais elle a une insouciance qui la protège. Et donc, Et alors, comment elle a réagi justement quand vous avez... je crois elle a une hygiène mentale. C'est un joli terme, j'aime bien. Et mon oncle, dont vous parliez tout à l'heure, Gilles Dufour, dit ça. Il dit dans la vie, il faut avoir une hygiène mentale. Il faut pas s'attarder il faut pas prendre de plaisir à écouter des choses sinistres, à regarder des choses laides et dérangeantes. On peut pas s'en empêcher parfois. On peut pas s'en empêcher quand il y a eu ces... Voilà, le 8 octobre, moi j'étais, oui, le 8 octobre, hein, j'étais en boucle chez moi avec une chaîne télévisée ouverte 24 heures sur 24 et mon fiancé m'a dit, mais je te reconnais pas là, pourquoi je lui dis, mais parce que c'est trop grave, on peut pas ne pas regarder ça. Et en fait, je me suis dit, non, il a raison en fait, il a complètement raison, c'est protège-toi quoi. Ça fait, en tout cas, ça m'empêchait de véhiculer de la force. Ouais. Voilà. Et pour les autres et pour moi. Et votre mère, dont vous dites qu'elle a cette innocence qui la protège, elle n'est pas tombée de sa chaise quand vous lui avez annoncé? D'abord, je lui ai annoncé... Alors ça, c'est quelque chose qui est très paradoxal dans ce truc-là, c'est que c'est vous qui êtes atteinte et c'est vous qui devez protéger tout le monde. Et donc, il faut trouver les justes mots pour l'apprendre à vos enfants. Il faut trouver les justes mots pour l'apprendre aux gens que vous aimez. Ouais. Parce que moi, c'était que les gens que j'aimais. C'était ma mère, mes sœurs, bien évidemment mes beaux-frères par mes sœurs interposées. Donc, comme je l'ai dit, mes enfants. Olivier. Point barre. Donc, il fallait que je trouve les justes mots pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes émus, qu'ils n'aient pas peur. Mais comme je les aime, je ne voulais pas qu'ils aient peur. Et surtout, je voulais qu'ils me donnent de la force. Mais en même temps, c'est réciproque, donc oui. C'est communicatif. Donc comme ils ont vu votre force et votre optimisme, elle se reflétait. Oui, et puis j'étais pas pour moi, peut-être que mon médecin pensait différemment, mais j'en avais pas l'impression. Vous n'étiez pas malade. Non, et puis je leur annonçais pas la mort. Je leur annonçais un gros pépin. Voilà, qu'il fallait traverser, mais je n'annonçais pas la mort. Et ce qui, je pense, m'a toujours suivi depuis ma tendre enfance aussi, c'est que il n'y a rien de grave sauf la mort, sauf la fin. Donc, tant que vous n'êtes pas confronté à ça, ben, c'est pas grave. Oui. Il y a aussi ça. Qu'est-ce qui est grave? C'est quand ça se termine. Absolument. Voilà, donc tant qu'on n'est pas... Alors, il faut être effectivement bizarrement constitué pour penser comme ça. Mais moi c'est ma façon de penser. Et le fait de l'avoir dit à très peu de monde, sauf à votre entourage très proche, je m'identifie parce que moi-même, quand Marc était malade, c'était un secret et il avait interdit qu'on en parle. Est-ce que vous pensez que ça vous a donné de la force? Moi, je dis toujours que ça m'obligeait à me tenir droite, digne et à faire comme si de rien n'était et que ça m'a beaucoup aidée finalement. Alors oui, sans doute. C'est-à-dire que d'abord, j'ai pas eu l'impression de faire semblant. Hein. J'ai jamais eu cette impression-là. En fait, j'étais très naïve parce que j'avais l'impression que les gens ne le voyaient pas. Donc, comme je continue à me marrer, à sortir, à venir au bureau, ma plus proche collaboratrice, Hélène, évidemment, l'a su tout de suite. Et elle n'arrêtait pas de me dire, mais non, mais je veux pas que tu viennes au bureau, je suis là. Et en même temps, j'avais aucune envie de rester chez moi.
parce que ça allait. Donc, je préfère rentrer tôt et voilà. Donc, j'avais pas l'impression de faire semblant. J'avais juste l'impression que de toute façon, vous avez vu dans la vie, quand vous vous plaignez, c'est pas comme si les gens, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais je le pense sincèrement. Je trouve que la race humaine, parce que c'est une race, vraiment, est terrifiante. Et que quand je le dis en riant parce que c'est risible, c'est une fable de La Fontaine, c'est ça quoi. Quand vous allez pas bien, on peut pas dire que les gens vous aident beaucoup quand vous dites que vous allez pas bien. Non. Ça leur fait peur, ça les enfin ça leur fait peur, ça les répugne, ils partent quoi. Alors ils veulent avoir bonne confiance tu parles, conscience en vous passant un coup de fil de temps en temps pour savoir si ça va. On peut pas dire que ça les touche vraiment, c'est très rare quand ça les touche vraiment. Donc te plains pas, comme et ça ira. ça ira très bien et de toutes les façons compte pas sur les uns et les autres. Moi je trouve qu'il faut, ça c'est des leçons de vie à donner. Je le dis tout le temps à mes enfants, je leur dis tout le temps, comptez sur vous-même, mais vraiment comptez sur vous-même, ça vous donnera tellement de force pour l'avenir. Comptez pas sur un mec pour être heureux, comptez pas sur... comptez sur rien pour être heureux en dehors de vous-même. C'est vous qui bossez le matin, c'est vous qui vous levez, c'est vous qui donnez le ton, c'est vous qui rencontrez quelqu'un qui vous rend heureux, mais on donne beaucoup le ton aussi quand on est amoureux. Donc, d'être dépendant, c'est un truc pas très utile. Si on peut, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. C'est un objectif. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr. C'est important de... Je me dis, sois pas trop indépendante non plus, parce que c'est merveilleux. Moi, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un, effectivement, dont je suis très amoureuse et qui a fait partie de ma réparation. Alors, racontez-nous, vous l'avez rencontré. J'aime bien cette histoire. Alors, j'aimerais bien que vous la partagiez. Je vais essayer de rester le plus discrète possible, parce que c'est pas quelqu'un qui aime se mettre en avant. Et moi, je trouve que c'est important de garder un peu de vie privée aussi. Mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré... à Cannes, avec les cheveux longs dans un dîner, et que j'ai revu 1 an après, avec les cheveux courts. Donc voilà, et il était lui en train de se séparer, voilà. Moi j'étais moi-même en train de me réparer, et voilà, on a démarré notre histoire chacun dans une réparation. Donc ça aurait pu être triste, mais en fait c'était incroyablement fort. Parce que vous vous êtes fait du bien l'un à l'autre. En se réparant. Voilà, moi en re-rentrant dans une vie nouvelle, et certainement lui aussi. Et voilà, c'est l'homme de ma vie. Et est-ce que... Alors, du coup, comment est-ce que vous identifiez vos ressources? Comment vous les qualifiez? Les ressources, c'est ce qu'on a en nous, ce que je dis toujours, ou autour de nous? Alors, en moi, j'ai la chance... Paradoxalement à ce que je fais dans ma vie, comme métier, je suis une grande solitaire. Je pense que c'est dû... J'ai une oreille sourde de naissance, qui n'a pas de tympan, qui est une oreille morte. Voilà. Okay. Et je suis bien sans bruit. Je suis vraiment très... je suis bien sous l'eau. Je suis bien... Le bruit me fatigue. Quand les gens parlent très fort, c'est compliqué pour moi. Quand il y a beaucoup de musique dans un restaurant, c'est compliqué pour moi. Je préfère être dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, carrément, on ne s'entend plus, donc c'est presque mieux. Mais les petits bruits comme ça, quand j'ai appris à lire sur les lèvres, bien sûr, donc ça m'aide. Mais donc, je ne suis pas sourde. Mais être seule, c'est un délice pour moi. Voilà, donc justement, si Nicolas me dit je vais rentrer plus tard, ou si les enfants me disent finalement on sera là le week-end prochain, ou c'est pas grave, on s'écrit, je les lis, mais j'ai pas besoin d'être à trop de monde. Donc ça c'est une ressource déjà, parce que seule, je médite, je fais mon yoga. Je me fais des soins de beauté, j'attache beaucoup d'importance au bien-être, je cuisine
pour nous, mais de cuisiner, pour moi, c'est quelque chose de très thérapeutique aussi. Tout ça a été hanté. Était antérieur. D'accord. C'est pas venu de... Et amplifié après. Ok. Vraiment. Donc tout ça, oui, ça s'est amplifié. Ça ne s'est pas arrangé, en tout cas, on va dire. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a appris beaucoup sur l'entourage. Voilà. Et sur ce que sont capables de faire les gens quand on n'est pas bien, et en bien comme en mal. Voilà. Donc là, j'ai fait un tri gigantesque. J'ai été, je pense, attirée par des gens qui me faisaient du bien. Et j'ai dégagé certains qui me faisaient du mal. Il y en avait. Et c'était votre premier coup dur ou il y en avait eu Non. d'autres? Le premier gros coup dur que j'ai eu, j'ai perdu ma meilleure amie quand on avait 20 ans. On est jeune à 20 ans. Ouais. D'une leucémie. Alicia Gallienne, et elle est morte à l'âge de 20 ans à l'hôpital Tenon après une lutte, pour le coup, de longues années d'une maladie. Et voilà, quand vous perdez votre meilleure amie à 20 ans, on est un peu désabusé quand même sur, sur ce qui va se passer. Il y a eu ça. J'ai un petit copain qui m'a quittée au bout de 3 ans et demi de vie, de premier grand amour. Alors là, ça m'a donné vraiment beaucoup de force pour après, justement, ne dépendre de ça. Oui, ça a été vraiment un coup. C'est horrible, le chagrin d'amour, c'est épouvantable. Je dis toujours que il m'a trompée avec une personne. Je pense qu'aujourd'hui encore, au bout de 45 ans, 40 ans, si je la croise, je pense que je l'écrase. J'en fais un beefsteak caché, quoi. Elle m'a fait trop souffrir, cette fille. C'était horrible. Et lui aussi, c'était horrible. Et pourtant, on est restés proches. Et je le remercie. Il m'a rendue tellement heureuse. Et moi aussi. C'était merveilleux. On était deux amoureux de Penney. Mais c'est dur, le chagrin d'amour. C'est horrible. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 20 ans. 20 ans, 21 ans. Et puis après, la vie a fait que je suis bien retombée sur mes pattes. Je suis retombée amoureuse, follement amoureuse. Ça, c'est un sentiment extraordinaire. J'ai un souvenir quand j'ai divorcé du père de mes enfants. Je disais à ma sœur, écoute, je m'en fous, j'ai mes enfants. J'ai été amoureuse, follement amoureuse. Je m'en fous maintenant. J'ai mes copines, je suis hyper heureuse. J'ai mon boulot. J'ai pas besoin. Elle me dit, mais t'es complètement dingue. Tu peux tomber amoureuse toute ta vie, jusqu'à, à mon avis, 90 ans. Tu peux ressentir des trucs extraordinaires pour un homme. Et c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai. Vous le savez mieux que personne. La vie est très surprenante quand même. Ouais. Hein ? Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Vous avez écrit, Mathilde, à la suite de ce que vous avez traversé. Est-ce que vous avez écrit ? Non, je ne l'ai pas écrit. C'est ce que je vous disais. J'ai eu du mal à en parler. À vrai dire, vous êtes la deuxième à qui j'en parle. La troisième. La première, c'est vraiment ma grande amie qui en a parlé sur un site de bien-être qu'elle a créé en Belgique. Et donc, je voulais lui rendre hommage. Elle avait été formidable pour moi. Et je lui dis, je te promets, si j'en parle, tu seras la première à qui j'en parlerai. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur son site. Et qu'est-ce qui a fait que vous en avez décidé d'en parler ? C'est que tout d'un coup, d'abord, je me suis rendu compte au bout de 8 ans que c'était plus du tout tabou. Que d'abord, faut se rendre à l'évidence quand même. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc voilà, que on n'allait pas me regarder comme une bête curieuse et que j'allais pas être montrée du doigt. J'avais l'impression que c'était... C'est vrai, je sais plus qui disait... Si, c'est Arthur Sadoun qui disait ça. Non, pardon, c'est Guillaume Durand qui disait ça l'autre fois au gala de l'Institut Raphaël. Gala de l'Institut Raphaël. Il disait, c'est vrai, dans la vie, il y a les gens qui sont malades et puis il y a les gens qui ne le sont pas. Et quand on est atteint de ce truc-là, vous faites partie d'une catégorie de gens qui sont atteints de ce truc-là. Donc j'avais pas envie de faire partie de cette catégorie-là. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu en parler ? C'est que je trouve qu'il faut s'entraider, quoi. Et qu'on est de plus en plus là-dedans.
On est vraiment dans un sillon où les femmes doivent céder. Enfin, les femmes, l'être humain doit céder. Et ça vous a fait du bien finalement d'en parler ou... Est-ce que ça m'a fait du bien? C'est douloureux d'en parler parce que ça rappelle des souvenirs Encore. qui sont voilà, qui sont quand même un peu délicats. Mais ce qui me fait du bien, c'est de savoir que, en fait, ce qui me fait du bien, c'est quand j'ai fait cette deuxième intervention avec Pauline Léniaud dans son podcast, et j'ai reçu des messages fantastiques. Et je trouve que, Dieu sait si je vous disais que l'être humain peut être dur, je trouve que là, en ce moment, il y a aussi un regain de messages exceptionnels. De femmes qui vous remercient, qui sont passées par là, qui vous ont écouté, qui Oui, il y a un sentiment d'identification qui est quand fort même, et qui fait du bien. et qui fait du bien, parce que c'est la honte d'aller raconter son petit problème. Bien sûr, mais Et c'est l'intérêt de ce podcast. Pour moi, c'est un voilà, groupe de parole géant. bah, c'est pour ça que j'ai accepté avec vous. D'abord, je trouve que vous avez écrit un livre tellement plein d'espoir, tellement vrai, et tout ce que vous dites, c'est tellement visuel, et je vous trouve tellement courageuse dans tout ce que vous avez vécu, et puis surtout, vous êtes une leçon d'espoir, parce que vous avez vous avez vécu la fin. Et avec des enfants à côté de vous, avec l'homme de votre vie qui part, vous avez vécu la fin, et je trouve qu'en fait votre livre c'est la vie dans toute sa merveille aussi quand même. Donc les enfants qui grandissent bien et qui ont vécu la tristesse absolue et qui finalement s'en sortent. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, il faut croire. Ouais, et c'est difficile C'est parfois. difficile parfois. Mais... Et c'est difficile de le dire à des gens qui sont en fin de parcours. Mais vous voyez, encore une fois, à ce dîner de gala, on m'a présenté une femme en me disant je te présente ma sœur, elle a un cancer généralisé. C'est difficile quand on vous dit ça et que vous êtes face à la personne. Et ben, je lui dis mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais de quoi vous parlez? Voilà, bah vous avez votre sang n'est pas au point fort de votre forme, mais vous êtes là, vous êtes magnifique, vous êtes là. Allez, on va de l'avant. Il faut croire. Je pense qu'on n'est pas capable, enfin de nos jours, on n'est pas capable. Je sais que vous l'avez vécu, je sais qu'on vous l'a dit, mais je refuse de croire qu'on est condamné tant qu'on ne l'est pas. Bien sûr. Mais c'est une belle façon de tant que voir le la dernier vie. souffle n'y est pas arrivé. Et il existe des miracles. Je il y pense, en a, bien sûr, il y en a. Je pense qu'il y en a. Alors, il y a des trucs et des maladies épouvantables et qui sont vouées à être certainement à se terminer très rapidement. Mais moi, je ne suis pas formatée comme ça. Et il y a des miracles, et j'ai rencontré, je profite de ce podcast pour le dire, deux personnes qui ont créé une start-up qui s'occupe en fait, qui se tourne vers les miraculés du cancer, ces personnes qui étaient condamnées et qui sont arrivées à plus de 5 ans sur certains types de cancers, et donc ils récoltent toute cette data pour la mettre au service des biotech et de la recherche. Mais c'est fantastique, parce génial. qu'en fait, nous, on fait partie de la recherche. On fait partie, les gens qui sont malades font partie, malheureusement, de certaines expériences. Voilà. Qu'elles soient mentales ou qu'elles soient physiques, on fait partie des expériences, on fait partie de l'avancée. On se doit, en fait, d'être le messager de tout ça. C'est très important parce qu'il y aura plus grave, forcément. Il y aura plus grave que le cancer, il y aura des maladies qui sont aujourd'hui... d'ailleurs, je pense que c'est très important de parler de ça, parce que l'Institut Raphaël, justement, insiste lourdement là-dessus. Ils ne sont plus la maison que de l'après-cancer. Ils sont la maison aussi de maladies dégénératives, on dit dégénératrices, je crois. Dégénératives. On gardera. Qui sont autres que le cancer. Et qu'on ne sait pas du tout comment soigner. Donc, il faut que ce mot soit désacralisé, je crois. Ouais. C'est important. De façon beaucoup plus légère, est-ce que vous avez envie de nous parler de votre livre que vous écrivez ? Alors moi, j'ai pas écrit sur la maladie et sur cet horrible mot, mais on m'a proposé d'écrire un livre sur Paris.
Et j'ai dit oui. Et j'ai eu l'impression de me mettre beaucoup plus à nu que ce que je suis en train de faire avec vous maintenant. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai voulu montrer Paris à ma sauce. J'ai voulu montrer un beau Paris. J'ai voulu montrer qui, pour moi, rendait ma ville encore plus belle. J'ai voulu rentrer chez certaines personnes. J'ai voulu photographier des lieux qui, pour moi, comptent. Et ce beau Paris s'appelle Mathilde à Paris. Et ça a été un pari, quand même. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Ça a été beaucoup fait de parler de Paris. On m'a beaucoup dit que j'étais très parisienne. On m'a beaucoup comparé à ça. Et il sort quand ? Il sort le 24 avril. Et c'est à la fois très émouvant et à la fois très intimidant. Et à la fois, ça m'apporte oui, ça m'apporte il y a quelque chose de très exaltant, je trouve, que vous avez peut-être ressenti, Ouais. mais c'est vraiment un troisième enfant. C'est Voilà, vrai. hein, pour moi, c'est Absolument. un troisième enfant. Je l'ai fait avec une amie à moi très chère qui s'appelle Frédéric Daudet, qui a écrit les textes. Pascal Chevalier, qui m'a photographié très, très souvent avec mes cheveux longs, voilà, et qui a été une des premières personnes à me photographier beaucoup avec les cheveux courts. Et c'est Flammarion qui l'édite. Et on s'est beaucoup amusé. C'est une expérience qui a été extrêmement enrichissante. Voilà. Mais je ne me suis pas encore mise à nu dans des pages écrites par moi. Peut-être que ça viendra. Mais ça, pour le coup, je trouve que ça m'intimide parce que vous aviez une vraie histoire à raconter, très atypique. Et je trouve que parler de soi, c'est pas poli. C'est très impudique. En tout cas, pour moi, oui, parce que je Oui. pense qu'il y a beaucoup plus grave que ce que j'ai vécu. Et donc, avec tout ce qu'on voit en ce moment et tout, c'est un peu embarrassant d'aller raconter ces petites histoires. Alors, par contre, faire partager du beau, ça peut pas faire de mal. Parce que manger quelque chose de bon et regarder des belles images et voir des beaux sourires et tout ça, si ça peut faire rêver et si ça peut aider à donner un peu d'optimisme, c'est l'idée. J'ai hâte de le découvrir. On passe au questionnaire ressources. Oui, avec joie. Quel est votre lieu sûr ? Est-ce que vous avez un lieu réel ou imaginaire qui représente pour vous le calme et la sérénité ? Ma salle de bain. Dans la baignoire, il y a une baignoire d'abord ? Dans ma baignoire. L'idéal, ce serait le vendredi soir. Mon fiancé est en face de moi, il me raconte sa journée, on discute, on se parle de notre semaine, on parle et tout ça. Moi, j'ai un beau bain avec plus de bain moussant, ça n'existe plus. Vous saviez que le bain moussant, ça n'existe plus. Bah, ça doit être ça doit être truffé de produits chimiques. Et donc voilà, un bon produit réconfortant, une bonne bougie et pas de verre de champagne ni de verre de vin parce que j'aime pas ça, mais peut-être un thé, ça pourrait être un thé ou quelque chose, mais de tout ça dans la vapeur et dans la chaleur. Avec un bain très chaud. Ouais, exactement. Et sinon, ça serait à la campagne, chez lui, dans sa maison de campagne en Normandie, où on passe beaucoup de temps et où on est très dans les éléments et où la nature est beaucoup plus forte que nous et où j'adore me baigner dans l'eau froide et voilà. Mais Super. voilà les lieux qui comptent. Est-ce que vous avez un mantra ou une philosophie de vie ? Alors, est-ce que j'ai un mantra ou une... Aide-toi, le ciel t'aidera, je crois. Est-ce que vous avez un objet qui vous donne de la force, qui est un porte-bonheur, un souvenir ? Oui, c'est pas un objet, c'est une petite pochette avec des cristaux qui étaient sur moi à des moments importants. Donc, j'ai considéré qu'ils étaient toujours importants pour moi. Et comme je suis assez croyante et assez religieuse, alors il y a dans cette petite pochette qui est toujours sur moi, il y a la Vierge, il y a mes pierres, il y a mon chapelet, il y a voilà. Est-ce que vous avez une référence culturelle ressource, un livre, un film ou un personnage ? Oui, il y a toujours ce livre dont je vous ai parlé qui a été d'ailleurs le point de rencontre entre mon fiancé et moi, qui est un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Les Mains du Miracle, qui pour moi a été un livre que j'ai lu quand j'ai appris que j'avais ce carcinome et qui sincèrement, que j'ai beaucoup, beaucoup offert.
J'ai hâte de voir le film. Apparemment, les droits ont été rachetés. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Est-ce que vous avez fait une rencontre marquante liée à votre carcinome ? La rencontre marquante, c'est Alain Toledano. Voilà, c'est Évidemment. mon sauveur, mon ami, mon espoir, alors, c'est vrai qu'on Votre ressource. on jette beaucoup de... On met son évolu sur la personne qui vous a... Comme j'imagine, l'homme ou la femme qui vous a fait accoucher. Ou qui... Voilà, c'est quand même la personne qui vous soigne et qui vous guérit, donc qui vous laisse dans la vie. Donc lui, il était très important. Je pense que oui, si, je lui dédie cette question. Vous vous souvenez d'une scène tragicomique liée à votre épreuve ? Alors oui, il y en a une tragicomique. Je me souviens je me souviens de cette séance de radiothérapie. On est dans des petits sas. Moi, en l'occurrence, seins nus, parce que je vais faire mon rayon. Et puis, avant ça, il y avait une petite salle d'attente avec des gens super qui attendaient leur tour. Et puis, en faisant mon rayon, je me trompe de porte. Je rentre dans la porte de quelqu'un qui était avec moi à la salle d'attente. Et puis, je me retrouve seins nus devant quelqu'un qui est lui-même en caleçon. Parce que, voilà, on va faire des rayons, pas tous pour les mêmes raisons. Et puis... Je lui dis, oh pardon, excusez-moi, je suis désolée. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, on se tutoie, on se connaît pas, on se tutoie. Il me dit, c'est quoi toi ? Alors je lui dis, moi tu sais, moi c'est le sein, et toi ? Moi c'est la prostate. Ok, super, écoute, c'est pas grave, je voulais te dire, t'es bandante avec tes cheveux courts. Donc je dis, ok, super, écoute, c'est génial. Je me suis dit, en fait, il y a du tragicomique quand même. Bien sûr. On est dans les sas de radiothérapie de la cancérologie d'Hartmann. Et il y en a un qui vous dit que vous êtes quasi bandante avec vos cheveux courts, pratiquement nus devant lui. Voilà. Une scène de film. Une scène de film. 10 minutes après, je suis chez Dior, voilà, rhabillée. Vous diriez que les épreuves rendent... Je peux pas vous dire, ça serait vous mentir que vous dire que les épreuves m'ont rendu comme ça. Je pense que augmenté voilà. Ce que vous étiez. Je pense que c'est comme la drogue. Moi qui en ai pas pris, mais qui ai côtoyé des gens qui prenaient de la drogue ou qui buvaient, les gens qui ont fait ça vous disent que c'est des amplificateurs de l'état dans lequel on est. Et je pense que l'épreuve est un amplificateur de l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes, à mon avis, terriblement pessimiste et très déprimé, je pense que ça vous colle dans le trou noir, mais alors direct. Si au contraire, ça tombe sur quelqu'un qui voit les choses plutôt... qui voit en tout cas le verre plus ou moins plein. Plus plein que vide, on en tire des conséquences. De toute façon, on en tire forcément des conséquences. Ouais. Je pense qu'il y a des choses et des maladies qui sont terriblement injustes, avec des gens qui n'ont absolument rien demandé, notamment des jeunes, qui n'ont rien demandé, qui grandissent. Alicia, elle n'avait rien demandé, elle avait tout pour être heureuse, bam, ça lui tombe sur la gueule. Après, je suis croyante et moi, je refuse de croire que ça s'arrête sur cette terre. Donc après, ça, c'est notre problème à chacun. Mais pourquoi est-ce qu'elle est morte à 20 ans, elle ? C'est totalement injuste. Mais je pense qu'elle avait la maturité de penser qu'il se passait quelque chose qu'il se passerait quelque chose pour elle après, sans doute. Quel est finalement votre outil, votre ressource que vous souhaitez mettre dans cette boîte imaginaire qu'on remplit à chaque épisode ? La ressource, c'est de rencontrer des gens qui vous font aller de l'avant. Je trouve qu'on fait des rencontres extraordinaires. En faisant le tri et en décidant donc d'avoir cette hygiène mentale et de s'y tenir, je trouve qu'on fait des rencontres exceptionnelles. Et ça, c'est un enrichissement fantastique. Dont vous, d'ailleurs. Merci. Et c'est vrai. Réciproquement. C'est vrai. Vraiment, c'était incroyable. Et c'est ce qu'on se disait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est pas un hasard. Et c'est y a malgré des vous. Signes Et on aurait pu se rencontrer beaucoup de fois. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette copine nous dit à table, Mathilde, je te présente Noémie. Et moi qui ai entendu parler de votre livre beaucoup de fois, tout d'un coup, et c'est vous qui me l'offrez. Et puis, je sais pas, je trouve que cette discussion, elle est formidable. Et
Voilà, je pense que dans la boîte à idées, c'est les rencontres et aller vers l'autre et aider, demander, voilà, et aider. Accepter de se faire aider. Ah, mais vraiment, accepter, demander, être là pour l'autre. Je pense que et particulièrement en ce moment, vraiment, on se doit d'être à l'écoute, tout simplement. Voilà, je pense qu'il faut pas confondre ça avec donner des leçons, parce que c'est pas du tout D'abord, c'est pas tellement dans ma nature, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas tomber là-dedans. Mais en revanche, il faut pas juger, parce que chacun réagit à sa manière. Il y a des gens, on l'a vu, par exemple, depuis les horreurs qui sont passées depuis début octobre. Chacun réagit à sa manière, et il faut pas juger. Voilà, il y a des gens qui militent, il y en a d'autres qui ont décidé de rester dans l'ombre. Et tant qu'on est décent et humain, chacun sa façon d'aider. Voilà. Et pour terminer, est-ce que vous avez une chanson qui vous ressource ? Alors, en ce moment, il y en a beaucoup qui vont se marrer, mais en ce moment, il y en a deux. Il y en a une que je trouve tellement joyeuse et enivrante et qui donne envie de danser. C'est cette chanson de Dolly Parton qu'on écoute dans la série sur les Beckham. Je vous donnerai le nom après. Et il y en a une autre d'un groupe qui s'appelle Mitski, qui s'appelle Mine, Mine, Love, et qui est une très belle chanson. Vous pouvez nous la fredonner ? Non, ça je peux pas vous la fredonner parce que j'ai la voix un peu enrouée, ça serait l'école des fans. Alors on va l'écouter. Mais il faut l'écouter, peut-être qu'on peut la mettre après le podcast pour que chacun l'écoute. Mais ces deux chansons, je les trouve, elles sont belles. Voilà. Alors on l'écoute tout de suite. Voilà. Merci beaucoup Mathilde pour ce joli moment. C'est moi qui vous remercie, Noémie.